Merci à vous tous qui nous suivez de par le monde. Nous sommes Congo Buzz, on émet depuis Kinshasa, 27 janvier 2024. Deux sujets feront l'objet de cette émission. Entre les lignes, nous parlerons du second quinquennat, du second et dernier quinquennat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Comment va-t-il s'y prendre? Quelles sont les erreurs qu'il est censé corriger? Parce que lui-même l'a dit dans son discours d'investiture, nous allons les corriger, les erreurs du passé. Il a également promis de respecter ou de faire prévaloir 6 engagements à travers lesquels le peuple va devoir trouver son compte. Nous parlerons également de ce contrat qui a fait polémique pendant un moment, début 2023, contrat sino-congolais. D'autres l'appelaient Sicomine. Celui-là a démontré beaucoup d'irrégularités, de non-respect de la part de la partie chinoise. On en parle aujourd'hui avec plusieurs rebondissements. Le patron de l'IGF a fait une sortie médiatique à ce sujet à l'issue d'une réunion importante. On va y revenir, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce que le Congo va devoir gagner à nouveau parce qu'on parle de renégociation. Je reçois dans ce numéro spécial une personne qui n'est pas politique, mais elle est amoureuse de ce pays. Amoureuse de voir son pays prendre un nouveau tournant, un nouveau virage. Je m'en vais le présenter directement, M. Jean-Claude Banza. Il est juriste et technocrate expérimenté. Vous allez le découvrir sur ce plateau avec moi. M. Jean-Claude Banza, bonjour. Bonjour, M. Dan Zeng. Bonjour, M. Jean-Claude. Merci. Plaisir immense de vous avoir sur ce plateau de Congo Buzz Télévision. Très bien habillé comme d'habitude. Merci. C'est réciproque. Hein? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Banza. On a suivi tout récemment Monsieur Julien Linguet. On va commencer par ce sujet-là, de la Sicomine. Il revenait pour dire que la RDC va bénéficier des plus ou moins 7 milliards de dollars américains après la renégociation de contrats tels que le voulait le président Tshisekedi. Vous êtes technocrate, expérimenté du domaine de la finance notamment, et juriste aussi. Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que c'est équilibré ou le déséquilibre persiste toujours? Merci, Monsieur Dan. Je commencerai par fixer les points sur les i. Tout à fait. D'abord, Monsieur Jules Alinguete n'a ni qualité, ni compétence pour annoncer ce qu'il a annoncé là, puisqu'il n'est pas ni ministre des Finances, ni ministre des Mines, encore moins les ministres d'ITEPER. Ce sont des erreurs qu'il faudra à l'avenir éviter. Il fait partie, donc je ne mets pas en cause son importance dans le pays, et c'est là que j'ai prié le bon Dieu pour que les chefs de l'État ouvrent grandement les yeux et comprennent qu'il doit y avoir une différence entre démocratie et laisser-aller. Il faut respecter les normes telles qu'elles doivent se mettre en pratique. Ce genre de contrat avait été signé initialement par le feu l'ancien ministre d'ITEPER qui fut conseiller spécial. Le nom me fuit. C'est comment encore il fut même membre de l'ensemble récemment, là, enfin, avant sa mort. Mondo? Pardon? Mondo Simba? Non, pas Mondo Simba. Qui fut conseiller spécial de Joseph Kabila. Ah, ok. Comment il s'appelle? L'ancien patron de la sécurité. Oui. Pierre Numbi. Pierre Numbi, voilà. C'est lui qui avait encore là. Il est parti seul. Nous devons savoir que lorsque vous allez signer ce genre de contrat, il ne faut pas que le ministre des Finances soit à l'écart. Les régies financières devraient accompagner, puis ce sont les régies qui ont la technicité de savoir qu'est-ce qui est bon pour les pays et qu'est-ce qui n'est pas bon pour les pays. Pourquoi je l'ai dit? Vous conviendrez avec moi que nous sommes, à moins que je me trompe, nous sommes les seuls pays au monde où on signe des contrats et on dit là-dedans exonérer des droits, taxes et redevances présents et à venir. Mais ça, c'est très grave. Tout ça puisque les gens ont empoché quelques millions et pour eux, l'avenir du pays ne compte pas.
Aucun pays au monde. Puisque quand vous entrez dans ces contrats SICOMIN, d'ailleurs j'y étais en 2020, ce que j'ai découvert, ça fait mal au cœur. Finalement, je commence à me demander si nous avons un pays, nous avons un État. Les Chinois qui sont à SICOMIN, ils ne répondent d'aucune autorité. Et quand vous êtes à SICOMIN, vous avez l'impression que vous êtes en Chine. Les Congolais qui travaillent n'ont pas accès à l'usine. Est-ce qu'en Chine, vous pouvez faire ça? Et aucun responsable dans ces pays n'est en mesure de vous dire quel est les niveaux de production des SICOMIN. Combien ils les envoient chez eux? Aucun. Je vous dis, je vous lance le défi. Il n'y a personne. Et on est là, on se dit État. Non, personne n'a accès à l'usine des SICOMIN. Mais le rapport d'Alinguete, non, c'est Alinguete qui a fait... C'est un rapport, il devait associer le ministère des Mines, les techniciens des mines, les régies financières pour démontrer là où ça ne marche pas. SICOMIN ne déclare rien sous prétexte qu'elle est exonérée. Mais ça ne s'est fait. Il n'y a aucun État au monde qui accepte ce genre de choses. À l'heure qu'il est, on est incapable de vous dire combien ils ont déjà exploité, ils ont déjà exploré sous notre sol. On n'est pas à mesure, je vous dis. Si on avance des chiffres, c'est du mensonge. Mais sous base de quoi Alinguete a avancé des chiffres dans son rapport qui a été révélateur de ce déséquilibre de la partie chinoise qui ne respectait pas ses engagements? L'aspect de ce qu'il a dit est bon pour qui voudrait l'entendre. Mais le contenu est vide. Dites-moi, vous faites gober au chef de l'État que nous avons renégocié. Encore, il faudra qu'on nous montre ces renégociations ont abouti sur quel contrat. Il faut qu'on nous montre ça. On parle de 7 milliards, mon cher ami. Et quand vous avez suivi le chef de l'État, pendant qu'il parlait, quand il est arrivé sur ces points, je me suis tenu à la tête. Je dis, mais qui a fait lire des choses comme ça au chef? C'est grave. Les 7 milliards là, on vous dit sur une certaine période, ça va au-delà du mandat du chef. Et quand vous entrez dedans, c'est que vous avez plus ou moins 300 millions de dollars par an. Puisque la RDC mérite ça. Alors que potentiellement, SICOMIN est assis sur 90 milliards de dollars. Et quand ces gens sont venus, ils ne représentaient qu'1,5 milliard. Et dès qu'ils ont obtenu, malheureusement, l'arrêté d'exonération, qui a abouti même à une loi sur les exonérations. S'il vous plaît, M. Jean-Claude Banza, l'arrêté d'exonération était signé par qui? Pierre Numbi. Pierre, bon, c'est-à-dire, à l'époque, il y avait pas, Pierre a négocié, mais il y a généralement, ceux qui sont compétents de le faire, c'est les ministres du plan et celui des finances. D'accord. C'est comme ça en principe. D'accord. Alors, malheureusement, j'étais un peu distrait. Je pouvais amener la loi, la loi, disons la convention telle que ça a été signé, et vous allez vous rendre compte que nous avons un problème. Nous avons une absence totale du patriotisme dans notre pays. Vous ne verrez nulle part au monde où on signe des trucs comme telle société est exonérée des droits, taxes et redevances présents et à venir. Mais ça, c'est un scandale. Sur une période qui va jusqu'à 50 ans, 25 ans, 50. Et on nous a même induit en erreur quelque part. Bon, je n'avais pas prévu ça. On va jusqu'à 99 ans. Vous voyez un peu des trucs comme ça. Ça, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Je voudrais qu'on ait des gens qui ont le patriotisme dans leur cœur, qui aiment le pays. Beaucoup aiment plus nos richesses, mais non pas les Congolais. Est-ce que M. Alinguete serait-il dans le coup? Bon, je ne veux pas m'hasarder sur ces points-là, mais je constate que le fait que le chef de l'État a beaucoup misé sur l'IGF, si j'étais un de ses conseillers, j'allais lui dire, on ne gère pas les pays en privilégiant une structure dans une structure. C'est une faute grave.
puisque l'avenir est en train de nous démontrer. Vous savez, il y avait un journaliste, paix à son âme, un certain Makoko Moucheni, qui a commencé les journaux de la presse sur la RTNC. Il a dit un jour, plus haut les singes montent, mieux on voit son derrière. C'est le cas de l'IGF. L'IGF a excellé dans l'excès des ailes, avec sa chanson-là des patrouilles financières. Je ne suis pas contre, il pouvait être bon si le chef n'avait pas cette stratégie-là. Pourquoi je l'ai dit? C'est-à-dire, le chef devrait, au même moment, il encourage l'IGF à bien travailler, au même moment, il redore l'appareil judiciaire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui contrôle l'IGF? Vous connaissez qui contrôle l'IGF? Donc c'est une faille. Elle est sous la C'est une grosse erreur. sous la coupe de la présidence. Non, le fait, la présidence ne signe pas de contrat. C'est ce qu'on doit se dire. C'est le gouvernement. Sous l'impulsion du chef de l'État. On doit être dans le... Il faut qu'il y ait des bons sens. Mais ce n'est pas une structure spécialisée qui appartient à la présidence. Non. Et c'est bien. Vous savez, il y a trop de termes en RDC. Hein? C'est comme ça, nous avons les autorités morales, les conseillers spéciaux, tout ça. Ce sont des choses... les hauts représentants du chef de l'État. Je vais glisser un peu pour vous montrer que le mal est profond. Nous sommes le seul pays au monde, je dis bien le seul, qui a plus de 1000 partis politiques. Faites des recherches, tout État qui a plus de 20 partis politiques est voué au sous-développement. Mais nous, on en a 1000. C'est-à-dire, on est même en deçà du sous-développement. Vous voyez ça? C'est ainsi, vous verrez, il aura du mal à former le gouvernement. À moins qu'il prenne le courage de dire, niet, j'ai besoin de 22 ministres, point barre. Vous êtes aux États-Unis, vous avez 13 ministres qu'on appelle secrétaires d'État. Globalement, ils sont à 30, c'est-à-dire puisqu'il y a des sous-secrétaires d'État. Et vous ne verrez jamais un ministre américain avec des bateaux et des sociétés. Jamais. Vous ne verrez jamais un chef d'état-major interarmé des États-Unis avec des sociétés privées. Vous ne verrez, faites des recherches. Vous allez en Chine, vous ne verrez jamais un chef d'état-major, un général en Chine avec des bateaux, des concessions. C'est ça l'absence totale du patriotisme. Voilà pourquoi le vieux Étienne avait dit à l'époque là, CNS, hein, il avait dit il faut un changement radical. Les gens n'ont pas compris la portée de cette phrase. Nous tels qu'on est là, on est pourris dans les cerveaux. C'est-à-dire quand on vous nomme, vous n'avez en tête que quel montage faire pour avoir l'argent. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc je peux aller loin. Il y a beaucoup de choses que les contrats ici, quand Gilles va parler, il parle en qualité de qui? Lui, c'est un technicien. C'est l'inspecteur des finances. Oui, mais il n'est pas ministre. C'est pas son rôle. Non. Il n'a pas la bénédiction des ministres. Non. C'est ça l'erreur. C'est sur ce point que je constate que le chef est souvent induit en erreur. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui devrait être normalement? Non. C'est-à-dire, il y a quand même... Il s'agit des mines. Au fait, ces contrats, à vrai dire, c'était les trocs. C'est-à-dire, les Chinois exploitent et construisent les infrastructures. Mais le chef, de bonne foi, Moana Yabato, il est allé jusqu'à Sikomine. Il va constater qu'il n'y avait rien qu'on avait construit. Il a même parlé. Mais le problème du chef de l'État, c'est les choix d'hommes. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que aujourd'hui, si on devrait restructurer le fonctionnement de l'IGF, comment on devrait le faire? Non, c'est-à-dire on doit laisser l'IGF telle qu'elle est là, mais pas lui donner autant de pouvoir comme le chef le fait. Non. Puisque vous êtes journaliste, dites-moi quelle est la structure qui contrôle l'IGF. Et vous le trouverez partout, même dans des mining. L'entête, c'est quoi? Présidence de la République, inspection générale des finances. Mais ça, c'est très grave. On doit les retourner aux finances. Ils doivent dépendre du ministre des Finances. Pas de la présidence. Non. C'était une entorse que Joseph Kabila avait commise.
Alors, avec ça, ils se prennent pour les chapeaux de la République. Non. Dites-moi, vous qui êtes journaliste, qui contrôle l'IGF? Personne. Mais à propos des 7 milliards, les 7 milliards ou même tout ce que l'IGF avait dit dans son rapport, qui pointait la partie chinoise de ne pas respecter le contrat, on va dire que ce rapport n'a pas de base, n'a pas été fouiné, n'a pas de recherche, n'a pas été recherché. Bon, je ne veux pas entrer dans ce type de détails, mais tout ce que je peux dire est que depuis les débuts, depuis Pierre Numbi, c'était déjà un mauvais contrat. C'est ce qu'on appelle contrat léonien. C'est ça. Alors, nous souhaitions que, avec l'arrivée du président actuel, ça devait marcher. Malheureusement, il a souffert pendant les 3 premières années, presque et demie. Il ne pouvait rien faire sur ces points-là, puisque les auteurs de ces contrats léonais étaient avec lui en coalition. En coalition. Alors, lorsqu'il a eu maintenant les mains libres, la meilleure façon pour lui de mieux faire, c'était de se concentrer, je m'excuse, se concentrer, se mettre en rapport avec les régies financières. Puisque les gens peuvent tout dire. C'est les seules structures qui respectent les textes. Je ne dis pas que tout le monde qui est là-bas est sain, non. Il ne manque jamais de moutons noirs. Mais c'est les seuls qui peuvent vous dire non. Si vous allez dans ce sens, vous êtes à côté. Alors malheureusement, les chefs croyant mieux faire, je suis pas contre l'IGF. Ils ont, à un moment donné, ils ont bien fait leur travail, mais à partir du moment où ils ont commencé à parler de ces 7 milliards et ils ont fait gober ça au chef de l'État, j'ai essayé d'étudier un peu le truc. Non, on pouvait avoir plus que ça. Papa, ça, ce n'est pas l'argent qui convient pour la RDC. Et puis, c'est pas du coup, c'est étalé. Sur une certaine période. C'est très peu, 7 milliards. Trop peu pour la RDC. Je vais vous donner une information. Peut-être que vous ne l'avez pas. Vous êtes journaliste. Je ne sais pas être sûr que vous ne le savez pas. La RDC a une valeur vénale de 24 milliards de dollars par rapport à l'Arabie saoudite, qui est à 16. Donc, nous devons être fiers de ce qu'on est. Au lieu de nous laisser entraîner, 7 milliards, c'est quoi pour la RDC? Rien du tout. Faites maintenant par an. Ça vous donne 324, quelque chose comme ça. Il n'y a rien. Ça devient plus pire même que le premier contrat. C'est pire que le premier contrat. Si, à mon avis. Ça n'engage que moi. Le chef doit être regardant. Puisque ça, je vous dis sincèrement, ça va faire des mouches, cette histoire. Non, on a mal fait. Et d'ailleurs, ils ont été confondus par la DGI, qui a fait une démonstration que non, vous êtes à côté. D'abord, vous allez là-bas. Le ministre des Mines n'est pas au courant. Le ministre des Finances n'est pas là. Vous allez, une structure comme IGF, vous allez engager la RDC. Non, papa. Pas la présidence. Non, même si c'est la présidence, on a un gouvernement. Il faut qu'on arrête de faire gober au chef de l'État de telles erreurs. Nous voulons aller de l'avant. Et plus question de faire des hérésies pareilles. À l'avenir, comment voyez-vous, quel conseil majeur dans ce secteur-là, dans ce domaine-là? Vous savez, nous avons, pour ce qui est des 6 communes, je souhaiterais que les chefs de l'État mettent de côté ce qu'Alinguet a dit. Et qu'ils mettent 6 communes et les régies financières sous l'encadrement du ministre des Finances. Vous allez voir comment on va faire un travail. Vous savez que 6 communes est exonéré même des permis de conduire, des contrôles techniques, des cartes du travail. Mais ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Vous pouvez aller en Chine, obtenir ce genre d'exonération. Non. Aucun pays au monde ne peut exonérer des actes comme permis de conduire, contrôle technique, carte du travail ou visa d'établissement. Non. On n'exonère que
sur les matières qu'on ne peut pas trouver sur les sols congolais. Là, oui, vous êtes exonéré et on doit lister. Mais chez nous, non. Même la carte du travail, ils ne payent pas. Dis, mais ça, vous voulez avoir des recettes comment? Ça, c'est un scandale. Vous voulez inspecter les sites, ils refusent. Ils ont des usines où il n'y a que eux. Dans notre pays, vous en Chine, vous pouvez faire ça. Mais ça, c'est un scandale. Moi, ça m'a révolté. Quand j'ai vu Gilles Alinguete parler de 7 milliards, je dois vous dire sincèrement, si j'étais près de lui, j'allais le boxer. Je suis désolé de le dire, mais ça m'a fait mal. Puisque quelqu'un de ce niveau-là, il ne peut pas nous amener. Et puis, il a pris la parole sur base de quoi? Il n'est pas compétent pour ça. Dans des pays développés, quand il y a une matière où on doit signer des contrats comme ça, il y a une commission qu'on monte sous la direction du ministre des Affaires étrangères. Si à son sein, il y a la coopération. Et là, on ajoute les ministres des Finances, des Mines et du TPR. Mais pas l'IGF. C'est une structure comme la police nationale congolaise, comme pourquoi les magistrats ne vont pas signer des contrats? L'IGF, ce sont des OPJ. Il y a une erreur grave qu'on est en train de faire. Je ne vais pas ternir l'image de Jules, il a fait, de M. Gilles Alinguete, il a fait quand même de très bonnes actions, mais son histoire de 7 milliards, j'aimerais que les chefs de l'État refasse la énième lecture avec les régies financières. On va lui démontrer. Et qu'on ne signe plus des exonérations sans associer les régies financières. Il faut qu'on arrête ça. C'est comme ça ailleurs. Vous ne pouvez pas être député ou sénateur si vous avez affaire au fisc. Mais chez nous, non. Vous voyez quelqu'un qui vient de nulle part comme Élie Letisbit, il est là, ou il est député. Non. Non. Il faut que chacun commence à justifier l'attestation fiscale. Il fait quoi dans la vie? Il y a un pays en Afrique ici dont j'étais le nom. On vous nomme ministre aujourd'hui. Demain, vous construisez un immeuble. Ah non? Les quartiers seulement. Allez, vous allez à la justice. Vous devez justifier d'où vient cet argent. Mais chez nous, non. Les gens sont là. Vous allez, papa, vous voulez donner à la RDC 7 milliards étalés sur, je ne sais. Et puis ces contrats, je n'ai pas de précision. Je vais vous finir encore. J'aimerais que vous puissiez chercher comment. Ça doit aller jusqu'en 2040. Mais ça, c'est un scandale, ça. Non, non. Papa, je souhaite que les journalistes, pas les journalistes que je vois qui sont, puisque beaucoup ne sont plus journalistes en RDC, beaucoup sont devenus des militants. Beaucoup sont militants. Je souhaite qu'il y ait des journalistes qui vont prendre ça à bras le corps, aider les chefs de l'État. Peut-être, bon, lui de bonne foi, mais nous, prenez ces dossiers, entrez en profondeur. Vous allez comprendre que non, c'est pas ça. Il y a des sérieux problèmes. Il y a une sérieux problème. Vous pensez que c'est parmi les erreurs que le chef devra corriger au second mandat? La première erreur qu'il a commencé avec son deuxième mandat, c'est ça. Il ne devait même pas annoncer ça. Je suis désolé. Je l'aime bien, mais ça, je ne peux pas lui laisser aller avec ça. Merci beaucoup, M. Jean-Claude Anza, pour cette entrée en la matière sur le contrat chinois. Alors, la deuxième thématique, mesdames et messieurs, c'est justement les erreurs à corriger. À part ce que vous avez listé, oui. Quelles sont d'autres erreurs, à votre avis, qui devra normalement être corrigées? Vous savez, lorsque le chef a été élu pour la première fois, vous avez vu les images. Oui. Il s'est adressé à sa famille biologique. Il a dit, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Mais malheureusement, on a constaté que c'est tout le contraire. Vous avez même des gens qui ont comme fonction famille présidentielle. Ça, c'est un scandale. On ne refuse pas. On a vu François Mitterrand avec son fils, comme je crois son dirka. Mais oui, il méritait. Mais néanmoins, il ne se comportait pas comme un bandit, non. C'est ça qu'il faut corriger. Vous verrez que le fils biologique même du chef de l'État ne sont pas dans l'anarchie. Mais il y a des spécialistes. Vous trouverez, circulez même vers les heures tardives,
vous trouvez des véhicules de la présidence avec plaque, même pas bâchée, plaque là rouge. Il y a des endroits qu'on appelle Ngulumayo. Là-bas à Capella, vous trouvez 3 Mobimba. C'est un scandale pour l'image du chef. Alors là personnellement, je trouve que mon frère Dirkab a failli. Puis c'est lui qui doit gérer tout ça. Comment quelqu'un... Il est 22h40. Il est avec les véhicules de la présidence. Est-ce que la loi interdit tout ça Non, écoutez, il ne faut pas être trop juridique dans les juridismes. Le bon sens fait partie du droit. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des pays où vous ne verrez jamais un véhicule officiel après 17h. Jamais. Et d'ailleurs, vous verrez ces véhicules à 7h, en allant au boulot, peut-être à 17h quand ils rentrent. Et qui conduit ces véhicules? Les chauffeurs de l'État. Service technique de l'administration publique. Mais chez vous, quand on vous nomme ministre, vous ramassez votre neveu, vous mettez chauffeur. Non. Le véhicule de l'État ne peut pas être conduit par quelqu'un qui n'a pas les numéros matricules de la fonction publique. C'est le rôle que le ministre d'ITPR devait jouer. Tout ça, les gens n'ont pas dit ça au chef durant les 5 ans. Ça, c'est l'administration. Mais c'est le rôle du ministre de l'ITPR. On vous nomme aujourd'hui, M. Dan, vous êtes ministre par exemple des Transports et Communications. Le protocole d'État vous dit, voilà, le ministre a mis à votre, disons, le gouvernement met à votre disposition tel véhicule, voici votre chauffeur. Faites les recherches si vous trouverez des chauffeurs de l'État en train de toucher au volant, donc les véhicules de l'État. Avec quelqu'un, c'est son neveu, c'est son beau-frère, il n'y a que ça. Et vous aimez ces pays vraiment. Comment vous allez lutter, entre autres, contre le chômage? C'est un problème. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. Un véhicule officiel de l'État doit être conduit par un chauffeur de l'État, un fonctionnaire. La matricule. Oui, du ministère de l'ITPR. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est comme ça que vous avez vu sur le boulevard du 30 de quoi? Tchadji. Un monsieur avec une femme en train de faire l'auto-école dans une Prado de la présidence. C'est comment ça? Et un petit monsieur écrit Boni Bozo Sambi ce pouvoir et à Fatiboy. C'est quand même, ce sont des erreurs à corriger. Deuxième chose, oui. Le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur. Apparemment, les chefs n'a pas beaucoup de chance de ce côté-là. Je suis désolé de le dire. Justice intérieure. Oui. Non. Ça n'engage que moi et je l'ai dit clairement. Je vais vous démontrer pourquoi. Depuis qu'il est là, je n'ai pas vu un ministre de l'Intérieur compétent. Daniel Asselo, Gilbert Kankonde, Peter Kazadi. Non. Vous savez, un ministre de l'Intérieur, c'est qui? C'est un flic. Un grand flic. C'est un bandit officiel. Il ne faut pas mettre Nabé comme ministre de l'Intérieur. Non. Puisque le ministre de l'Intérieur, comme on a chicoté les gens à Malemban, Koulou, à Luena, Kamina, il devait convoquer les gouverneurs concernés et les commissaires provinciaux de la police nationale, les services de l'ANER, tous les membres de sécurité provinciaux, au Lomami, au Katanga. Donnez-moi les rapports. Qu'est-ce que vous avez fait? On a séquestré les gens, on a brûlé les gens. Qu'est-ce que vous faites? ANER, tout ça, justifié. Il balbutie à les remplacer. Surtout les services de l'ANER. On remplace tous ces mondes-là. On remplace les commissaires provinciaux de la police. Il faut être dur envers tous ces services-là. Puis là, c'est la souveraineté du pays. On chicote les gens, on fait même des vidéos. Et ça circule à travers. Et on est calme. Madame Rose Mutombo, je suis désolé de citer son nom. Quel est l'impact qu'elle a porté à la tête du ministère de la Justice? Puisque moi, à sa place... Recrutement des magistrats... Non, ça, ce n'est pas ça. L'État doit toujours... Ce n'est pas la première fois qu'on recrute les magistrats. Non, ce n'est pas la première fois. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est non-événement, papa.
Le problème, c'est l'effectivité de ces magistrats sur le terrain. Vous êtes madame la ministre de la Justice. On fait des choses comme ça et on montre dans des vidéos, mais convoquez au moins le procureur général près la Cour de cassation. Qu'est-ce que vous avez fait? Puisque la justice, surtout l'officier du ministère public, les parquets si vous voulez, ne doivent pas attendre qu'on vienne porter plainte. Ils instruisent à charge et à décharge. Ils devaient... À la recherche des infractions. Voilà. Mais depuis que vous êtes là, donnez-moi une information sur ce que le procureur général près la Cour de cassation a déjà entamé. Sur impulsion de Madame Rose et Mouton. Rien du tout. On a fait des choses impossibles. Jusqu'à... non, on a torturé les gens. Mais jusque-là, il a fallu que les gens quittent l'Europe, se constituent avocats pour venir prendre en charge ces dossiers. Mais c'est une honte pour la République. Moi, j'aurais convoqué le PSG près la Cour de cassation. Et moi, si j'étais aussi à la place de ces procureurs généraux après la Cour de cassation, je devais convoquer les deux procureurs généraux près les cours d'appel du Haut-Lomami et du Haut-Katanga. Donnez-moi les rapports de ces gens qui ont violenté les autres. Est-ce que vous avez procédé à leur interpellation? Non, on reste comme si rien ne s'est passé. Et retenez une chose, comme en France, il faut toujours copier de bons exemples. Vous verrez quand il y a par exemple le terrorisme, vous voyez le procureur qui vient faire les rapports. Mais chez vous, non? On vous raconte des histoires, on est tenu par ceux qui droit de réserve. Non, c'est faux. Le parquet doit parler. Donc pour vous, le chef, vous êtes du même avis que le chef, que la justice a sérieusement boitillé pendant ce premier mandat? Totalement. À 100%. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'elle puisse porter ses lettres de noblesse? Bon, si la justice a boitillé, c'est la faute du gouvernement. Expliquez-vous. Vous savez, lorsque le magistrat se sent écouté et respecté, ils vont faire leur travail. Mais quand vous êtes PG, vous arrêtez X, c'est le Premier ministre qui appelle, c'est le conseiller spécial, comme on a trop de spéciaux chez nous, c'est le conseiller patati patata qui appelle. Le haut représentant. Voilà, il y a trop de grades ou de fonctions chez nous. Et ce sont ces gens-là qui apportent malheur au bon fonctionnement de notre justice. Tout le temps, bon, vous savez, c'est mon neveu, hein. Vous savez, c'est tel. C'est comme ça, ça ne marche pas. Vous voyez, des choses comme ça ne marchent pas, ça ne peut pas marcher. D'accord. Mais pour les 5 prochaines années, vous avez observé le premier mandat. Quels sont les conseils, les suggestions à faire au président Tshisekedi? Le chef de l'État, qui d'ailleurs est de très bonne foi, c'est ce que je constate, mais qui malheureusement s'est fait entourer des gens qui ne l'aident pas. Selon ce que moi j'observe. Puisque durant les 5 années ici, j'avais préféré observer et comprendre est-ce que réellement il sera à la hauteur de mettre de l'ordre. Puisque lui-même l'a reconnu sur Top Congo. Et un chef ne doit pas passer tout son temps à dire Bamoninga Yuma. Non, il a l'instrument du pouvoir. Je prends un exemple. Il vit avec nous ici à Kinshasa, non? Est-ce que vous ne voyez pas les immondices? Vous les voyez partout. Mais le gouverneur s'est dit, peut-être, président. Non. Les étrangers qui nous fréquentent voient tout ça. Je souhaiterais ceci. Il est là. Il doit donner l'impulsion au gouverneur. Ça ne sert à rien d'avoir des gouverneurs qui vont acheter des villas à Atlanta aux États-Unis, alors que dans leur juridiction, c'est de la bouillabaisse. Non. Ce sont les gouverneurs, je m'excuse, ce sont des gouverneurs qui doivent créer les emplois. C'est-à-dire, comment on appelle ces gens? Les cantonniers, la brigade d'hygiène. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai donné cet exemple. J'étais avec une Malienne il y a 2-3 ans.
on mange de la banane, mais nous, comme on était sauvages, on jette et le ramasser. Et le met dans les sachets. À un moment donné, on était ridicule. On était ridicule. Après, il nous pose la question, il n'y a pas de poubelle. On a commencé à s'écrater. Et pourtant, il y a des gouverneurs ici. Il y a des bourgmestres. Regardez, toute la ville est pleine de marchés pirates. Sur la route. C'est comme si l'État n'existe pas. Et ça, c'est très dangereux. Alors, il faudrait que les chefs... Il y a séparation du pouvoir, le chef de l'État. Non, l'impulsion, c'est lui. C'est lui. C'est sa faute à lui. Vous savez, l'institution présidence, il faut bien lire la Constitution. Malheureusement, je ne m'étais pas préparé à ça. Le chef, dans notre Constitution, le chef de l'État a beaucoup de pouvoir. Plus que le gouvernement. Je vous dis, il a beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire, c'est lui qui donne l'impulsion. Puis c'est lui qui donne les programmes, le gouvernement exécute. Alors, s'il a un mauvais parlement, qui n'arrive pas à contrôler le gouvernement sur l'exécution de tel et tel contrat, mais on va continuer à faire les 5 ans comme la fois passée. Depuis que vous êtes là, je vais finir le premier point ici par là. Vous avez déjà vu le gouvernement aller contrôler plutôt le Parlement, aller contrôler le gouvernement et vous dire qu'ils ont détourné, il y a ça, rien. Qu'est-ce que vos députés font? Ils initient une motion. Les soirs, on l'appelle dans un restaurant Makambo ici. C'est ça le problème. Donc il faut que les chefs veillent à ça. On a vu un ministre tomber, le ministre de l'économie. Si vous suivez les dessous des quartiers, il y a autre chose. Voilà pourquoi j'aimerais que les journalistes cessent d'être militants. Soyez des journalistes de recherche et d'investigation pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Au lieu d'être derrière des hommes politiques. Non. Puisque moi, je pensais qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Mais malheureusement, à RDC, nous avons des journalistes d'ensemble, des journalistes de l'UDPS, des journalistes de ceci. Ça, c'est un scandale. Voilà pourquoi le pays ne sera jamais développé, puisqu'on n'a plus de journalistes. Donc, il faut aussi dans le secteur de la presse, voilà, qu'il y ait un certain assainissement. Assainissement. D'abord, on commence par supprimer le ministère des médias. Ça n'a aucune importance. Il faut qu'il y ait qu'on instaure l'autorité des médias. On instaure ça. Puisque ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous sentez vraiment que le ministre des médias il joue un rôle. Non. Et ils confondent tous. Hein. Comment on appelle ça? Liberté d'expression et liberticide. Puisqu'un journaliste ne peut pas parler comme vous le voyez sur les réseaux sociaux. Non. Un journaliste doit être professionnel. Il ne peut pas sortir de sa bouche des injures envers un chef de l'État, puisque nous avons découvert, quand un journaliste insulte le président, il est payé quelque part. Et là, il faut qu'on arrête ça. Et pour ça, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Justice qui doivent jouer leur rôle. Le chef de l'État a pris 6 engagements avec le peuple. Au stade des martyrs, oui. Premièrement, créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau d'inflation et maîtrisant le taux d'échange. D'assurer avec beaucoup d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire. Diversifier l'économie et accroître sa compétitivité. Garantir et renforcer l'efficacité de nos services publics et enfin garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension de programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement et les PDL 145 territoires. Votre avis à ce sujet, au sujet des 6 engagements? C'est bien beau tout ça. J'applaudis les chefs de l'État pour cela, mais le problème, ça sera la faisabilité. Vous savez, parlons un peu du pouvoir d'achat. Oui. Ça me fait de la peine. Hein. Vous savez à quel moment les détournements ont pris de l'ampleur en RDC? À quel moment? C'est quand le chef de l'État, Mobutu Fe Maréchal, a commencé à travailler avec les docteurs en économie, docteurs en ceci, docteurs en cela. C'est à ce moment-là, les détournements. Vous ne verrez pas un chariot ne détourné.
Vous ne verrez pas un chariotman faire le montage grossier pour avoir de l'argent. Jamais. Donc leur intelligence est utilisée. Voilà, c'est ça les malheurs que nous avons. Il faut qu'ils veillent sur ça. Nous avons différents ministres de l'économie. La plupart sont des docteurs en économie. Pourquoi ça ne marche pas? C'est puisque les services de renseignement du chef de l'État ne fait pas son travail. Ça peut vous apparaître un peu bizarre, mais c'est ça la vérité. Ailleurs, vous avez des services de renseignement qui maîtrisent les flux sur le plan économique. Moi, je suis juriste, je ne maîtrise pas certains mécanismes, mais néanmoins, comment voulez-vous, il y a des individus dans ces pays, jusqu'aujourd'hui, sont arrivés au pouvoir et qui détiennent 90% de l'économie congolaise. Vous comprenez ça? Si les chefs n'ouvrent pas les sur cet aspect des choses, nous allons passer les 5 ans avec les mêmes difficultés. Attendez, c'est quand même assez c'est très fort. Oui. Vous dites 90% oui. de l'économie. Quelqu'un a parlé des 60%, non, c'est faux. C'est 90% que certaines personnes qui ont été au pouvoir détiennent ici, sur l'économie nationale. C'est pourquoi vous verrez les taux des dollars. Ils s'amusent, ils se moquent de nous. Puisque le gouvernement ne joue pas son rôle. Le Parlement ne joue pas non plus son rôle. Les services de sécurité ne renseignent pas sur les aspects, les structures des prix. Ils ne renseignent pas. Vous trouvez un représentant des services de sécurité qui se met devant, comment vous appelez, un magasin dont le Libanais a fait venir les matériaux exportés. Lui, il vient là. Dès qu'on fait la manutention, il va maintenant voir les Libanais. Oui, j'étais là, c'est l'année. Tu connais la suite. Avec ça, on va développer les pays comment? Tout ce que le chef a dit, théoriquement, ça va. Mais il va le faire avec qui? Si c'est avec les mêmes individus-là, je crois que ça ne sert à rien. La diversification de l'économie et la croissance de sa compétitivité. Oui, c'est pratiquement ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on entend par croissance? Je vais aller au-delà de ça. Si vous voulez, pour moi, la loi magique, c'est celle-ci. Quand vous êtes à Kinshasa, vous allez constater que la majorité de ceux qui sont à Kinshasa viennent de Bandundu, suivis de ceux de l'Équateur et du Kasaï. Les 3 provinces ici, si je peux les appeler ainsi, les 3 zones ici, ce sont les zones les plus sous-développées de la RDC. Pourquoi on ne peut pas réfléchir sur ce point-là? Si on met les problèmes de la RDC, c'est les courants, l'eau et les routes. C'est tout. Ne cherchez pas des médias. Toutes ces théories, c'est bien beau. Mais vous n'avez ni route, ni courant, ni eau. C'est comme ça les gens au Kasaï font tout pour fuir. Surtout les jeunes. Dans à l'Équateur, les gens continuent à mourir dans les eaux, sur notre fleuve. Pourquoi ils tiennent toujours à venir à Kinshasa? Bandundu, ils viennent au moins à pied. Mais si les chefs, vous savez que les Bandundu ont beaucoup d'intellectuels. Mais si aujourd'hui, on leur donnait aussi un aéroport, une université, on leur fait des routes, on donne les courants qu'il faut, on les fait à l'Équateur, on les fait dans les Kasaï. Vous verrez que les gens vont quitter Kinshasa. Quand vous êtes aux États-Unis, quelqu'un qui est à Atlanta n'en vit pas à Washington, puisqu'il y a les mêmes structures. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On s'attaque à des causes inutiles. Mais le vrai problème, c'est ce que je vous dis là. Construisez les provinces démunies. Laissez d'abord Kinshasa. Allez d'abord dans le Bandundu, l'Équateur, les Kasaï oriental, occidental. Faites d'abord des structures là-bas et vous allez voir la suite. Puisque les gens vont chercher à rester chez eux. Où il y aura du courant, il y aura de l'électricité. J'ai vu les gens aller se faire tuer à Malembankou. Je me pose la question, ça c'est de la sorcellerie. Il n'y a rien là-bas. Tu vois un peu ça? Toutes ces théories économiques-là ne peuvent avoir la solution que si les chefs se concentrent sur ces 3 zones-là. 3 zones. Et vous allez voir la suite. Tout ça, c'est rien.
Monsieur Jean-Claude Banza, on est à la fin. Dernière question simplement. Le Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, votre constat c'est lequel? Il recule, il avance, et pour qu'on change de cap, qu'est-ce qu'il faut? Le malheur que nous avons, nous aimons bien notre pays, mais malheureusement, depuis... Vous savez qu'en 60, on était au même niveau que le Canada. Vous êtes au courant de ça? Oui. L'Afrique du Sud était loin derrière nous. La Corée du Sud... Là, c'est avec le Belge. Non, non, même quand ils sont partis, ils nous ont laissé à ce niveau-là. Ça, je vous l'ai dit. La Corée du Sud était 49e place derrière nous. Loin derrière nous. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous savez, ça vient d'où? Le seul chef de l'État, malgré les coups d'État, qui a trouvé l'argent dans la caisse, c'est le maréchal Mobutu. Le feu Kassavou, qui était un bon gestionnaire, lui avait légué plus de 13 milliards de dollars dans la caisse. En 65, là, il avait vérifié les archives. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1300 milliards. Mais quand on arrive... Donc, vous voulez dire qu'en 65, l'économie, le budget du Congo était 1300 milliards? Oui. Nous avions plus de 3500 entreprises. Vérifiez, faites des recherches. Et au jour d'aujourd'hui, avec l'erreur du maréchal, de nationaliser les entreprises des gens, sans pour autant former les Aïrois, si vous voulez. Vous savez que SGA, qui avait plus de 2000 ou 20 000 têtes de bœufs, dès qu'on a donné Félito, vous connaissez la première dépense qu'il avait faite? Achat de 7 Rolls de couleurs différentes. Faites des recherches. Voilà les choses auxquelles nous, vous les journalistes, vous devez vous atteler pour aider les pays à comprendre d'où nous venons. Au lieu d'être tout le temps, tout le monde est devenu politique aujourd'hui. Mais ça, c'est un problème. Vous voulez développer le pays avec la politique? Non. Et aujourd'hui, les meilleurs commerçants sont des politiciens. Mais ça, c'est très grave. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Banza. Ce n'est pas une dernière. Voilà. Nous vous recevrons de plus en plus sur ce plateau de Je suis Congo dispo, Buzz. mon frère. Merci énormément. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Marthe Mbombo, de nous avoir accompagnés. Homo Fortis Elika, Bestel Luca, Janine Kodia. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci aussi à Monsieur Henri Chimbalanga de nous avoir soutenus pendant cette émission. Portez-vous bien et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.